Sénat français. Immobilier de l'administration territoriale de l'État. Français. Le périmètre immobilier du programme 354. Le périmètre immobilier du programme 354, administration territoriale de l'État, vise le service des 101 préfectures situées en métropole et départements, régions d'outre-mer ainsi que leurs sous-préfectures. 235 directions départementales interministérielles. 65 directions régionales du champ de l'administration territoriale de l'État, dont 20 en départements ou régions d'outre-mer. 28 services de l'éducation nationale installés en cité administrative dans les locaux communs avec les précédents services. Les bâtiments préfectoraux représentent une surface totale de 1,8 million de mètres carrés, tandis que le parc immobilier des DDI et des DR du périmètre AT représente un peu plus de 1,3 million de mètres carrés. Ces sites sont affectés à 3 catégories d'usage: bureaux, logements et bâtiments techniques, et peuvent relever de 3 statuts patrimoniaux: domanial, mise à disposition ou pris à bail par l'État. Alors que de nombreux bâtiments mis à disposition par les collectivités territoriales n'ont pas changé de statut depuis les lois de décentralisation, il devrait être permis aux préfets d'engager des échanges avec les collectivités propriétaires pour une cession à un montant symbolique de certaines emprises, notamment lorsque les bâtiments ne sont occupés que par les services de l'État. Une telle démarche de simplification et de rationalisation ne peut qu'être bienvenue. Surtout, l'intégration pleine et entière de ces biens au patrimoine de l'État doit contribuer à améliorer la vision stratégique du ministère sur son patrimoine. De plus, les services de l'administration territoriale de l'État louent plus de 320 000 mètres carrés à des bailleurs privés, soit près de 10% des surfaces occupées par ces services. La location représente des montants conséquents en dépenses de fonctionnement. En 2023, ces dépenses se sont élevées à 91 millions d'euros, soit 27% des dépenses immobilières du programme. Ainsi, les loyers externes ont représenté à eux seuls près de 2 fois et demi, 241%, les dépenses d'investissement immobilier. Les projets visant à abandonner des baux au profit de sites domaniaux doivent pouvoir être financés dès lors qu'ils présentent un retour sur investissement très performant. Il est dès lors indispensable de disposer de nouveaux outils budgétaires pour permettre le financement d'opérations vertueuses dans lesquelles les investissements sont rapidement compensés par les économies induites en fonctionnement, en particulier la diminution du coût des fluides, l'optimisation des surfaces et la baisse des charges et de l'entretien. En principe, les dépenses immobilières du propriétaire des directions départementales interministérielles et des directions régionales de l'ATE n'entrent pas dans le champ des dépenses prises en charge par le programme 354. Néanmoins, les autres ministères de l'ATE ne disposant plus de crédits dédiés aux fonctions support, seul demeure le programme 623, opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État, du compte d'affectation spéciale, gestion du patrimoine immobilier de l'État, pour assurer le financement des dépenses du propriétaire afférentes à ces bâtiments. Néanmoins, un tel financement n'est pas conforme à l'objet du programme 723 et les moyens du CAS sont très largement insuffisants pour assurer ces dépenses. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les DDI et les DR présentent aujourd'hui des risques de détérioration accélérée et donc des coûts démultipliés, avec les risques que cela comporte, notamment de dégradation de la qualité de vie au travail d'accueil des usagers. Alors que le ministère de l'Intérieur souhaiterait que lui soit octroyé une majoration de ses crédits au-delà des plafonds prévus par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la rapporteure spéciale considère que les moyens nécessaires à la prise en charge des dépenses du propriétaire de l'ensemble de l'ATE doivent être débloqués par le ministère sous la contrainte des plafonds prévus par la LOPMI.
D'après les réponses transmises par le ministère de l'Intérieur, la situation de l'immobilier de bureau de l'ATE est considérée au regard du référentiel technique mis en place par la direction de l'immobilier de l'État comme peu satisfaisante, peu conforme. En effet, la note moyenne obtenue par les différents bâtiments est de 12,2 sur 20. Surtout 16% des bâtiments de l'ATE sont aujourd'hui considérés comme peu ou pas conformes au regard du référentiel de la DIE. Ainsi, il ressort de ces différents éléments et des déplacements que le rapporteur spécial a effectués que le patrimoine immobilier de l'administration territoriale de l'État est dans une situation très dégradée. En effet, les dépenses immobilières de l'ATE sont le parent pauvre des dépenses immobilières du ministère de l'Intérieur, au sein duquel l'immobilier est déjà dans une situation très préoccupante. Il a également été indiqué à plusieurs reprises que singulièrement pour l'administration territoriale, l'État se comporte comme un mauvais propriétaire. Il est dans un premier temps nécessaire d'améliorer la connaissance du parc et de renforcer les compétences immobilières parmi les agents de l'administration territoriale. En effet, la compétence de maîtrise d'ouvrage doit être renforcée pour accompagner les principaux chantiers de l'administration territoriale de l'État. Il est nécessaire que l'État, lorsqu'il est donneur d'ordre pour des chantiers complexes et onéreux, soit en capacité de disposer d'un interlocuteur compétent. Par ailleurs, les annulations de crédits découlant du décret numéro 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits à hauteur de 10 milliards d'euros ont concerné les dépenses immobilières du programme 354 et ont conduit au report de projets concernant notamment des opérations de désaimantage, d'isolation, de réfection des toitures à la suite d'infiltrations. Autant d'opérations qui doivent impérativement être menées et ne peuvent dès lors être purement et simplement annulées. Ainsi, le gouvernement fait le choix de remplacer le déficit par de la dette grise. Loin d'améliorer la situation des finances publiques, ces choix conduisent à exposer à davantage de risques la puissance publique, pour un résultat qui pourrait bien être défavorable à l'État. Comme le relevait l'inspection générale de l'administration en 2015, les retards dans l'entretien normal des bâtiments se traduisent par une dégradation physique des bâtiments liée à une maintenance insuffisante, notamment pour sa composante préventive. Or, l'entretien qui n'est pas réalisé à temps coûte beaucoup plus cher une fois que les désordres sont apparus. La présence de multiples vecteurs budgétaires qui s'accompagnent de l'intervention de nombreux acteurs et dont les périmètres d'intervention ne sont pas clairement définis, nuit à la fois à la capacité du pilotage des projets et au déploiement d'une telle stratégie immobilière, qui s'inscrit dans la durée. Certains programmes, comme la rénovation des cités administratives ou encore le financement de certaines opérations par le plan de relance, ont apporté une bouffée d'oxygène bienvenue à l'immobilier de l'ATE. En effet, les crédits de la mission Plan de relance et ceux du programme 348, Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs, ont permis de retrouver des marges de manœuvre pour mener certaines opérations indispensables pour les bâtiments de l'ATE et ont offert des leviers aux gestionnaires du programme 354 pour encourager les regroupements de services et déployer des projets de rénovation énergétique. Néanmoins, l'urgence est désormais au changement d'échelle. Comme l'indique la Cour des comptes dans un rapport de 2023, nous sommes confrontés au regard des objectifs de rationalisation et de réponse au changement climatique à des résultats décevants, avec pour conséquence une mise aux normes et un mur d'investissement à franchir dans les 20 prochaines années. En matière d'efficacité énergétique, le constat des différentes personnes auditionnées par la rapporteure spéciale est unanime. Nous sommes absolument en retard. Ce retard et l'absence de réelle planification des besoins de rénovation énergétique interviennent pourtant
dans un contexte de renforcement des obligations nationales et européennes d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. En application de l'article 175 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, loi Elan, la réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation doit être d'au moins 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à 2010. Cette obligation s'étend à tous les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m² construits avant le 24 novembre 2018. Selon l'étude d'impact du décret tertiaire, sa mise en œuvre exige 17 milliards d'euros d'investissement public sous 30 ans pour remettre à niveau le parc immobilier de l'État, sur la base d'un coût estimé en ordre de grandeur à 180 euros par mètre carré. Cette estimation grandement irréaliste, cadrée en 2 cas des coûts réels de rénovation énergétique, illustre l'ambiguïté de l'exécutif depuis 2017, alors que les nouvelles normes et obligations se multiplient, celui-ci ne se donne pas réellement les moyens d'y répondre. Cet écart est d'autant plus important depuis la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments adoptée en avril 2024, qui apporte de nouvelles obligations aux États membres de l'Union européenne. Ces derniers devront rénover les 16% des bâtiments les moins performants d'ici à 2030 et les 26% les moins performants d'ici à 2033. Ainsi, en application de cette directive, tous les bâtiments neufs devraient être à émission nulle d'ici à 2030 et les bâtiments existants devraient être transformés en bâtiments à émission nulle d'ici à 2050. Les besoins d'investissement vert identifiés avec le CEREMA se situeraient autour de 5 milliards d'euros par an, là où ils ne réalisent aujourd'hui que 500 millions d'euros. Ainsi, d'après le directeur de l'immobilier de l'État, M. Alain Resplandy-Bernard, les travaux de rénovation énergétique n'ont pas été finement déclinés au niveau de l'administration territoriale de l'État. Quoi qu'il en soit, les crédits immobiliers consacrés à l'ATE, et singulièrement EDDI et direction régionale, sont notoirement insuffisants, ne serait-ce que pour permettre l'entretien des bâtiments. Les crédits immobiliers prévus pour l'entretien et la rénovation thermique des bâtiments de l'État sont donc insuffisants dans l'immédiat, y compris en pluriannualité. Comme le relève la direction de l'immobilier de l'État, la transition ne pourra pas se faire à un parc immobilier constant. Il est par conséquent nécessaire de mener une politique de densification beaucoup plus ambitieuse. Les objectifs de densification des bureaux étant loin d'être atteints sur le périmètre de l'ATE, la surface utile brute des bureaux se situe autour d'une quarantaine de mètres carrés par résident, soit bien au-delà du plafond de 18 mètres carrés par résident de la nouvelle doctrine immobilière de l'État, fixée par la circulaire du 8 février 2023. Le plafond n'a toutefois vocation à s'appliquer dans les médias qu'aux projets de construction, des rénovations, aux acquisitions et aux prises à bail. Alors que l'écart avec le plafond de 18 mètres carrés est très important, les objectifs annuels de réduction des surfaces sur le périmètre de l'ATE doivent être beaucoup plus ambitieux. Néanmoins, il doit être tenu compte des spécificités architecturales et des usages propres aux préfectures qui ne constituent pas un immobilier de bureau classique, pour calculer les surfaces par agent. Ainsi, les salons de réception ou certaines salles de réunion ne sauraient être intégrés dans les ratios de surface, comme l'a révélé lors de son audition M. Clément Boineau, sous-directeur de la 5e sous-direction du budget. Le ministère de l'Intérieur dispose d'une enveloppe au sein de laquelle il lui revient de faire ces arbitrages. À l'échelle de la mission, les grands projets immobiliers portés par le programme 216, conduite et pilotage des politiques de l'intérieur, absorbent une part importante des crédits, notamment le site Universen et le site unique du renseignement intérieur, qui représentent respectivement 287 millions d'euros et 1,29 milliard d'euros. Au-delà
du seul périmètre de la mission, la priorité donnée aux dépenses de personnel au profit des forces de sécurité intérieure donne lieu à un effet d'éviction massif sur les autres dépenses du ministère, comme le relève l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable. L'immobilier se doit être géré au coût le plus juste sans dégrader sa valeur en gérant beaucoup d'arbitrage, notamment entre le court et le moyen terme, entre la dépense immobilière et d'autres dépenses, dont la sensibilité immédiate est plus forte, entre des arguments rationnels et des ressentis qui le sont moins, mais sont une caractéristique du rapport psychologique à l'immobilier. Il est désormais indispensable d'en revenir à une approche beaucoup plus rigoureuse de ces arbitrages et de ne plus mettre en balance les dépenses immobilières avec les autres priorités politiques du ministère. Dans ce contexte, il est indispensable de parvenir à une solution qui, au plan budgétaire, permette de sanctuariser les crédits nécessaires à l'entretien et à la rénovation thermique des bâtiments en écartant la possibilité laissée au ministère de l'Intérieur de prioriser d'autres postes de dépenses. La rapporteure spéciale recommande par conséquent que lors de la préparation du budget, la direction du budget va intégrer de façon beaucoup plus avancée l'analyse de la soutenabilité des dépenses immobilières proposées par le ministère de l'Intérieur, alors que la rénovation thermique des bâtiments résulte désormais d'obligations juridiques. Dans plusieurs États européens, la détention des biens occupés par l'État relève d'une foncière publique. Tel est le cas notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark ou encore en Autriche. Les modèles de gouvernance et de financement varient entre ces différents États. Lors de la conférence nationale de l'immobilier public du 26 mars 2024, la DIE a présenté la méthodologie devant permettre de lancer une structure préfiguratrice de la foncière interministérielle à partir du 2 janvier 2025, qui sera mise en place dans les régions Normandie et Grand Est. La rapporteure spéciale considère que la foncière, en limitant le morcellement de la gouvernance et l'éclatement des financements, pourra contribuer de manière très positive à l'amélioration de la gestion de l'immobilier de l'État territorial. Elle recommande par conséquent de maintenir les projets pilotes tels qu'envisagés par le précédent gouvernement. En matière de gouvernance de la foncière, il est nécessaire de maintenir une organisation cohérente au niveau territorial, en faisant notamment de la région l'échelon territorial de référence et en confiant l'ensemble des décisions stratégiques aux préfets de région. Par ailleurs, les modalités de financement retenues devront garantir deux éléments majeurs, à savoir d'une part, permettre le bon niveau de financement pour assurer la transition énergétique du parc et d'autre part, maintenir une incitation forte des ministères à rationaliser leur emprise. Alors que la fixation d'un niveau de prix équivalent au prix de marché pourrait avoir pour conséquence un renchérissement considérable de la fonction immobilière pour les administrations occupantes, la rapporteure spéciale recommande de définir les loyers par référence aux coûts supportés par la foncière. Néanmoins, il s'agira d'intégrer à ces loyers l'ensemble des coûts actualisés qui devront être supportés par la foncière pour maintenir un niveau d'entretien satisfaisant du parc et surtout assurer sa transition énergétique conformément à la réglementation établie par le droit national et européen. Liste des recommandations. Recommandation 1. Prévoir en fonction des circonstances locales la possibilité d'un transfert des propriétés des emprises préfectorales. Direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur. Direction de l'évaluation de la performance de l'achat, des finances et de l'immobilier et collectivités territoriales concernées. Recommandation 2. Garantir le financement d'opérations immobilières dont le retour sur investissement est considéré comme très performant, notamment en termes de performance énergétique.
direction du budget et direction de l'immobilier de l'État. Recommandation 3. Unifier le régime de prise en charge des dépenses immobilières de l'administration territoriale de l'État, en supprimant la distinction existante pour les dépenses du propriétaire des directions départementales interministérielles et des directions régionales de l'administration territoriale de l'État. Recommandation 4. Renforcer la maîtrise d'ouvrage de l'État, notamment en permettant la mobilisation des compétences au-delà des périmètres ministériels. Recommandation 5. Simplifier les modalités de financement des dépenses immobilières de l'administration territoriale de l'État en limitant le nombre de vecteurs budgétaires. Recommandation 6. Lancer un réel chantier d'objectivation des besoins financiers pour atteindre les objectifs du décret tertiaire et de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Recommandation 7. Engager une politique beaucoup plus volontariste en matière de densification des locaux de l'ATE. Recommandation 8. Redéfinir les modalités de calcul des ratios de surface par agent pour exclure les espaces de réception et de réunion des préfectures afin de garantir le réalisme de ces cibles. Recommandation 9. Intégrer à l'analyse de la soutenabilité du budget de la mission administration générale et territoriale de l'État. La cohérence des financements immobiliers au regard des obligations de rénovation énergétique des bâtiments. Recommandation 10. Maintenir la mise en place d'une foncière dans 2 régions pilotes en 2025. Recommandation 11. Confier au préfet de région la prise de décision sur les orientations stratégiques de la foncière au niveau régional. Recommandation 12. Faire de l'échelon régional l'échelon de référence pour l'organisation territoriale de la foncière. Recommandation 13. Définir le niveau de loyer payé par les occupants en fonction des coûts réels pour la foncière, intégrant notamment celui de la transition énergétique du parc afin de répondre aux obligations nationales et européennes. Recommandation 14. Veiller à ce que la création de la foncière n'induise pas une perte de compétences en assurant le maintien des agents ayant la connaissance bâtimentaire au sein de cette nouvelle structure. Recommandation 15. Garantir l'information du Parlement en complétant le document de politique transversale sur la politique immobilière de l'État, en présentant précisément les moyens déployés par la foncière et ses objectifs. Le patrimoine de l'administration territoriale de l'État, ATE, comporte 2871 bâtiments hébergeant près de 75 000 agents pour une surface utile brute sub de plus de 3 millions de mètres carrés, soit 3% de la surface utile brute de l'ensemble des bâtiments occupés par l'État et ses opérateurs. Ces sites sont affectés à 3 catégories d'usages: bureaux, logements et bâtiments techniques, et peuvent relever de 3 statuts patrimoniaux domaniales mis à disposition ou pris à bail par l'État. Les bâtiments préfectoraux représentent une surface totale de 1,8 million de mètres carrés, tandis que le parc immobilier des DDI et des DR du périmètre ATE représente un peu plus de 1,3 million de mètres carrés. Le régime applicable aux différents bâtiments répond à des héritages historiques. Ainsi, une part importante des emprises préfectorales sont mises à disposition par les collectivités territoriales, principalement les conseils départementaux. Les différents statuts des bâtiments de l'ATE appellent 2 séries de remarques de la rapporteure spéciale concernant d'une part les bâtiments mis à disposition de l'État par les collectivités et d'autre part les bâtiments loués à des bailleurs privés. Les surfaces mises à disposition par les départements depuis les lois de décentralisation représentent près de la moitié des emprises préfectorales, soit un peu plus de 800 000 m² de surface utile brute. Le principe de mise à disposition est fixé à l'article 26 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Les charges de maintenance et des gros entretiens sont réparties entre l'État et les conseils départementaux en application de l'article 13 de la loi du 11 octobre 1985, qui dispose que l'État prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant aux propriétaires. Il possède tout pouvoir de gestion et, le cas échéant, agit en justice au lieu et place du propriétaire. Des conventions de mise à disposition sont ainsi signées entre l'État et les conseils départementaux. Lorsque les services sont imbriqués dans les mêmes bâtiments, ces conventions permettent d'établir le régime de répartition des charges. Dans son rapport sur la gestion de l'immobilier préfectoral de janvier 2023, la Cour pointe le manque de suivi des conventions et des avenants signés entre les préfectures et les départements. De plus, alors que la répartition des espaces peut évoluer, ces révisions demeurent à ce jour rares et son cadre national renouvelé. La Cour des comptes qualifie déjà en 2010 cette situation d'accommodement. Dans son rapport de janvier 2023, la Cour indique que les implantations préfectorales mériteraient de faire l'objet d'une analyse approfondie quant aux enjeux portés par l'État en matière de transition écologique et de rationalisation de certaines implantations. Le rapport propose notamment d'engager une expérimentation de reprise patrimoine de l'État et des sous-préfectures qui sont dans leur grande majorité exclusivement occupés par les services de l'État. Néanmoins, la Cour admet que certaines spécificités locales peuvent justifier le maintien du régime de répartition actuel, un cadre trop rigide de transfert à l'État des biens détenus par les collectivités pouvant même s'avérer contre-productif. La rapporteure spéciale partage en grande partie l'analyse de la Cour. Elle considère que la possibilité doit être ouverte au préfet d'engager des échanges avec les collectivités propriétaires pour une cession à un montant symbolique des emprises concernées. Alors que de nombreux bâtiments ne sont occupés que par les services de l'État, une telle démarche de simplification et de rationalisation ne peut qu'être bienvenue lorsqu'elle est possible. Surtout, l'intégration pleine et entière de ces biens au patrimoine de l'État doit contribuer à améliorer la vision stratégique du ministère sur son patrimoine. Néanmoins, ces transferts ne peuvent être auditionnés et doivent intervenir après des échanges avec les conseils départementaux. En effet, il serait préjudiciable de créer des complexités alors que la mise à disposition des bâtiments intervient dans la pratique sans difficulté particulière et alors que ces bâtiments font l'objet d'un traitement identique à ceux inscrits au patrimoine de l'État, d'après les réponses du ministère de l'Intérieur au questionnaire de la rapporteure spéciale. En outre, le ministère de l'Intérieur indique que la possession des bâtiments préfectoraux par les collectivités territoriales ouvre à ces dernières la possibilité d'obtenir des crédits du ministère de la Culture au titre de la conservation des monuments historiques. En cas de transfert des propriétés, il conviendra de veiller à maintenir ces financements indispensables à la préservation du patrimoine. Recommandation 1. Prévoir en fonction des circonstances locales la possibilité d'un transfert de propriété des emprises préfectorales. Les services de l'administration territoriale de l'État louent plus de 320 000 m² à des bailleurs privés, soit près de 10% des surfaces occupées par ces services. La location représente des montants conséquents en dépenses de fonctionnement. En 2023, ils ont représenté 91 millions d'euros, soit 27% des dépenses immobilières du programme. Ainsi, les loyers externes ont représenté à eux seuls près de 2 fois et demi, 241% les dépenses d'investissement immobilier. Il est ressorti des échanges de la rapporteure spéciale avec différents services que des projets de construction, de rationalisation des emprises et de densification potentiellement coûteux à court terme pouvaient se traduire par des économies à moyen terme sur les loyers. Ces économies étant d'autant plus importantes que les chantiers en question peuvent permettre de répondre aux obligations environnementales de l'État. À ce jour, il n'existe pas d'outils
pour permettre de financer ce type d'opération pourtant génératrice d'importantes économies de fonctionnement. Ainsi, lors de son déplacement en Corse du Sud, la rapporteure spéciale a pu relever qu'une opération qui avait pourtant été labellisée lors d'une conférence nationale de l'immobilier public allait être remis en cause. Faute d'obtenir auprès des ministères concernés les financements nécessaires à la réalisation du projet, la rapporteure spéciale ne peut que déplorer cette situation, alors que l'objectif de la labellisation en CNIP est précisément de s'assurer de la performance technique, économique et énergétique des projets immobiliers, de professionnaliser le montage des projets immobiliers et d'objectiver la décision immobilière. Le projet Paglia Orba 2. Le projet Paglia Orba 2 a été soumis à la labellisation CNIP en juillet 2022. Il consiste au regroupement sur le site de Paglia Orba à Ajaccio des 191 agents des services de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, DREAL, de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, DRAF, de la Direction de la mer et du littoral Corse, DMLC, et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, actuellement installés dans plusieurs sites. Le scénario privilégié visait à signer un contrat de vente en état futur d'achèvement pour le bâtiment dit Paglia Orba 2. Le projet permettait de répondre à plusieurs objectifs de la politique immobilière de l'État. Le projet répond à une logique fonctionnelle de regroupement et de densification des services en réduisant les implantations de 15 à 6 emprises avec une diminution globale de surface de 796 m². La performance énergétique du niveau bâtiment B devrait être élevée à minima de type E3CI, permettant d'obtenir des gains importants en matière de consommation énergétique par rapport aux anciens locaux. Programmation centralisée, dispositif occultant en façade, récupération et stockage d'eau depuis bornes électriques. La comparaison entre la situation actuelle et la situation à l'issue du projet affiche une réduction supérieure à 60% de la consommation énergétique, de la facture énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Le scénario acquisitif représente un coût complet sur le long terme de 25 ans. 67 millions d'euros contre près de 75 millions d'euros en cas de statu quo. D'après l'avis de la direction de l'immobilier sur le projet, celui-ci offre un retour sur investissement très performant à 16 ans. Outre les cessions domaniales et les moindres dépenses de location, le financement a été très largement envisagé sur le programme 723 du SAS Immobilier. Ainsi, malgré les qualités du projet Paglia Orba 2 et le fait qu'il répondait à plusieurs des objectifs de la politique immobilière de l'État, densification des surfaces, amélioration de la performance énergétique des bâtiments, retour sur investissement performant, celui-ci a dû être abandonné faute de rassembler les financements suffisants pour sa réalisation. À la lumière de cet exemple, la rapporteure spéciale considère par conséquent qu'il est indispensable de disposer de nouveaux outils pour permettre le financement d'opérations vertueuses, dans lesquelles les investissements sont rapidement compensés par les économies de fonctionnement, principalement sur les loyers. Cet outil aurait dû être mis en place depuis plusieurs exercices, ce qui aurait permis au parc immobilier de l'ATE de se moderniser et de se densifier sans coût à moyen terme pour les finances publiques. La transition vers des bâtiments plus écologiques permet aussi de répondre à l'exigence de mise en conformité du parc en réalisant des dépenses qui devront de toute façon être engagées. Par ailleurs, doivent être prises en compte dans ce type d'opération la diminution du coût des fluides et l'optimisation des surfaces, voire leur abandon, ainsi que la baisse des charges, notamment liées à l'entretien. La prise en compte de l'ensemble de ces variables doit soutenir le financement des projets les plus vertueux.
Recommandation de garantir le financement d'opérations immobilières dont le retour sur investissement est considéré comme très performant, notamment en termes de performance énergétique. Direction de l'évaluation de la performance de l'achat, des finances et de l'immobilier. Direction du budget et direction de l'immobilier de l'État. Par ailleurs, un travail doit être mené pour identifier les opportunités d'optimisation des surfaces et de réduction des coûts. À titre d'exemple, en République tchèque, un outil dénommé Office of Government Real Property Administration et qui prend la forme d'un registre de bâtiments administratifs, outil informatique d'enregistrement de tous les espaces de bureaux et utilisation des bureaux. Centralise les données pour fournir des conseils sur les relocalisations, la politique immobilière, la stratégie et les normes. Selon une étude d'Ernst Young produite pour la Commission européenne, Loge RPA reflète l'accent mis par l'administration tchèque sur l'aliénation des biens mobiliers et son rôle politique en ce qui concerne l'utilisation des bureaux du gouvernement, y compris les recettes de cession, la réduction de la taille du portefeuille, les postes vacants, les revenus locatifs, les coûts d'exploitation, la consommation d'énergie et la norme en matière d'espace de bureau. Ainsi, afin d'améliorer la connaissance bâtimentaire et mieux identifier les gisements d'économie potentiels, la rapporteure spéciale salue les travaux de la direction de l'immobilier de l'État visant à prioriser la remontée des données utiles à une gestion proactive de l'immobilier public. En effet, le référentiel technique, outil interministériel mis à disposition des gestionnaires de parcs, des différents occupants, opérateurs, administration centrale, par la direction de l'immobilier de l'État intègre désormais prioritairement certaines données. Ce logiciel permet de recueillir, stocker et mettre à jour les données immobilières de chaque bâtiment. L'outil doit être renseigné par chaque service de l'État gestionnaire et chaque opérateur. Dans le cadre de la définition des schémas directeurs de l'immobilier régional, une mise à jour de ce référentiel technique a été engagée et permettra de disposer de données plus précises sur l'état général des biens et leurs coûts. Le référentiel technique de la DIE doit ainsi poursuivre sa montée en puissance pour que l'outil devienne, au cours des prochains exercices, un réel moyen d'identification des leviers d'amélioration et d'optimisation du parc immobilier de l'État. La création en 2020 d'un nouveau programme budgétaire, le programme 354, Administration territoriale de l'État, est intervenue dans le cadre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État. Ce nouveau programme devait alors permettre de renforcer l'efficacité du fonctionnement des services déconcentrés par la mutualisation des moyens et par le développement de la modularité des organisations. Il visait à obtenir des gains de performance dans le service rendu et à renforcer la capacité d'action de l'administration de l'État au niveau départemental. Il fusionne le programme 307 Administration territoriale avec le programme 333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées, antérieurement rattachées à la mission de direction de l'action du gouvernement. Dans le rapport annuel de performance du projet de loi de finances pour 2020, il était clairement inscrit que les dépenses immobilières de ce nouveau programme couvraient les dépenses immobilières de l'occupant du réseau préfectoral, des secrétariats généraux communs départementaux, des DDI et des DR de l'ATE. Les dépenses concernées étant notamment les loyers, charges immobilières, coûts d'énergie fluide et travaux d'entretien courant du locataire. Les dépenses immobilières du propriétaire du réseau préfectoral portées par le Programme national d'équipement, ainsi que par des activités de travaux courants et de travaux d'investissement du propriétaire hors PNE, incluant une enveloppe mutualisée d'investissement régional à disposition de chaque territoire. C'est pas pour l'argent, mec. L'enveloppe mutualisée d'investissement régional. Chaque préfet de région bénéficie d'une dotation annuelle au titre de l'enveloppe émise. Ces crédits sont destinés à financer des travaux généralement inférieurs
à 100 000 euros pour l'entretien du programme exclusivement préfectoral. Ces interventions peuvent couvrir les travaux de l'occupant ou du propriétaire. Ainsi, en principe, les dépenses immobilières du propriétaire des DDI et des DDR de l'ATE n'entraient pas dans le champ des dépenses prises en charge par le programme 354. Néanmoins, les ministères de l'ATE ne disposant plus de crédits dédiés aux fonctions support, seul demeurait le programme 723, Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État, du compte d'affectation spéciale, gestion du programme immobilier de l'État, pour assurer le financement des dépenses du propriétaire afférentes à ces bâtiments, alors même que ce programme a une vocation beaucoup plus large que la seule ATE, comme l'indique le document de politique transversale dédié à la politique immobilière de l'État, annexé au projet de loi de finances pour 2024. Les dépenses d'investissement immobilier T5 du programme 354 ne concernent quasiment exclusivement que les titres préfectoraux. Néanmoins, comme le relève depuis plusieurs exercices le rapporteur du SAS, gestion du programme immobilier de l'État, de la Commission des finances du Sénat, M. Claude Nougin, le SAS est marqué par une baisse tendancielle de ses recettes et de ses dépenses, et celles-ci sont loin d'être suffisantes pour couvrir l'ensemble des besoins du parc immobilier de l'État. Le fonctionnement du programme 723. Le programme 723 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État porte les crédits destinés à financer les dépenses d'entretien à la charge du propriétaire ainsi que les opérations immobilières structurantes réalisées sur le parc immobilier de l'État. Les produits de cession de biens qui constituent la principale ressource du compte sont répartis à égalité entre les anciens ministères occupants et le compte d'affectation spéciale. Cette règle de gestion répond à un double objectif. A. Mutualiser les recettes au profit des dépenses d'entretien du propriétaire. Et B. Encourager les ministères à rationaliser leur emprise et à respecter les principes de la politique immobilière de l'État, en leur reversant une partie des produits issus de leur action de valorisation. Concrètement, chaque ministère et chaque préfecture de région dispose d'un budget opérationnel de programme BOP pour financer ses projets immobiliers, en partie appuyés sur les droits de tirage qui lui sont alloués sur les produits de cession encaissés sur le SAS. Dans tout état de cause, le CAS n'a ni la vocation ni les moyens de prendre en charge l'ensemble des dépenses du propriétaire du parc des DDI et des DR du périmètre ATE, quand bien même ces dernières seraient mieux servies que d'autres bâtiments publics. En effet, financer les dépenses du propriétaire de près de la moitié du parc immobilier de l'ATE uniquement avec les produits de cession des biens de l'État n'est ni sain ni suffisant. D'après les termes du directeur de l'immobilier de l'État, M. Alain Resplandy Bernard, auditionné par la rapporteure spéciale, d'abord, le financement de ces biens pérennes ne saurait être durablement assuré par des recettes ponctuelles de cession, qui ont de surcroît vocation à réduire au fil des exercices. Ensuite, pour 2024, les dépenses d'investissement du programme 723 s'élèvent à 123 millions d'euros pour l'ensemble du parc immobilier de l'État, alors même que ce programme fait lui aussi l'objet d'effets d'éviction au profit de grands programmes, projet Quai d'Orsay 21 du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le projet de Saint-Mandé mené par le ministère de la Transition écologique. Les crédits du programme 723 ne peuvent en aucun cas suffire à assurer les charges du propriétaire inhérentes au parc immobilier des DDI et des DR de l'ATE. Comme l'indique le ministère de l'Intérieur dans ses réponses au questionnaire de la rapporteure spéciale, le CAS 723, dont la dynamique est par ailleurs en voie de ralentissement, étant également mobilisable pour les contrôles réglementaires sur l'ensemble du parc de l'État au-delà du périmètre ATE, un grand nombre de projets au bénéfice des DDI et DR sont laissés en suspens. De plus, comme le relève l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable dans son rapport sur l'immobilier de l'État,
Une nouvelle architecture pour professionnaliser les interlocuteurs rencontrés par la mission ont unanimement souligné la faiblesse des enveloppes déléguées par la DI. C'est le programme 723 qui ne permettent pas de couvrir plus que la moitié des besoins identifiés. Ainsi, le rapport évoque un SAS à bout de souffle. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les DDI et les DDR présentent aujourd'hui des risques de détérioration accélérée et donc de coûts démultipliés avec les risques que cela comporte, notamment de dégradation de la qualité de vie au travail d'accueil des usagers. D'après le directeur de l'évaluation de la performance de l'achat, des finances et de l'immobilier, M. Per Chavy, le programme national d'équipement PNE du programme 354 peut ponctuellement prendre en charge certaines dépenses du propriétaire des DDI et des DR. Au regard des éléments transmis, ces interventions ponctuelles sont très limitées. Ainsi, sur le total des demandes PNE de la période 2023 à 2027, seul 1,6% d'entre elles concernent les directions départementales ou les sites administratifs. Cette situation est d'autant plus, cette situation est d'autant plus problématique que d'après les réponses transmises par la direction de l'immobilier de l'État à la rapporteure spéciale, le ministère de l'Intérieur a décidé de ne pas couvrir les dépenses sur le périmètre des DDI et DR, alors qu'il en a la compétence. Cela relève sans doute d'un débat entre le ministère de l'Intérieur et la direction du budget sur le juste niveau de budgétisation à réaliser et sur les conditions du transfert au moment de la réforme de l'organisation territoriale de l'État. Reste que cette situation a des implications fortes sur la dégradation du patrimoine de l'État, les conditions d'accueil des usagers et le travail des agents, et peut avoir des conséquences pénales pour les chefs d'établissement. Il est par ailleurs à noter que la création depuis 2018 de nouveaux vecteurs budgétaires dédiés à la rénovation des cités administratives, programme 348, ou à des opérations ponctuelles pour les crédits du plan de relance, programme 362, ont contribué à garantir le financement d'opérations indispensables pour les DDI et les DR de l'ATE. Ainsi lancé avant la création du programme 354 et la crise sanitaire, le programme 348 a permis de financer 1 milliard d'euros de rénovation de 36 cités administratives, occupées en partie par des directions de l'ATE. Par ailleurs, sur les crédits du programme 362 écologie de la mission plan de relance, 11 projets de grande envergure de plus de 10 millions d'euros ont été financés, correspondant au périmètre des dépenses du propriétaire des DDI et des DR de l'ATE. Le programme 362 a ainsi permis de débloquer des financements indispensables pour répondre à des besoins massifs sur les dépenses du propriétaire des bâtiments de l'administration territoriale. Il n'en demeure pas moins que ces vecteurs budgétaires qui fonctionnent selon une logique d'appel à projet et ne sont pas dotés de crédits budgétaires pérennes, ne sauraient devenir les vecteurs de droit commun du financement des dépenses du propriétaire de ces directions. De plus, ces appels à projets de la direction des mobiliers de l'État exigent le plus souvent des cofinancements et induisent des effets de bord à financer en sus des travaux. Relogement temporaire, achat de l'immobilier, déménagement et archivage. Pour sortir de l'impasse du financement de l'immobilier du propriétaire des DDI et des DR, le ministère de l'Intérieur souhaiterait harmoniser le portage des crédits immobiliers de l'ATE en augmentant la dotation du programme 354 de 42 millions d'euros. Cette demande a été portée par le ministère de l'Intérieur auprès de la direction du budget à l'occasion de la préparation du projet de loi de finances pour 2024. Elle n'a pas été satisfaite en 2024 et a donc été réitérée lors des travaux préparatoires au projet de loi de finances pour 2025. Le ministère de l'Intérieur souhaiterait que cette demande soit satisfaite au-delà du cadre de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, l'OPNI, arguant notamment du fait que l'inflation intervenue depuis le vote de la loi a rogné une partie des moyens supplémentaires octroyés par celle-ci.
Néanmoins, les lois de programmation sectorielle votées par le Parlement ont vocation à définir des trajectoires strictes de finances publiques pour les ministères et l'augmentation de cette enveloppe ne serait pas sans poser d'importantes difficultés. Il est donc urgent d'arbitrer clairement la responsabilité des dépenses du propriétaire du parc des DDI et des DR de l'ATE et de les intégrer aux dépenses prises en charge par le programme 354. Au regard de l'impératif de maîtrise de dépenses publiques, il ne semble pas opportun de revoir à la hausse l'enveloppe fixée par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Si l'on peut déplorer, comme l'a relevé M. Clément Boineau, sous-directeur de la 5e sous-direction du budget, que les sous-jacents de la LOPMI n'aient pas suffisamment pris en compte le sujet immobilier. Ce constat ne doit pas pour autant conduire à une réévaluation des plafonds de la LOPMI. Le ministère de l'Intérieur doit, sous la contrainte de cette enveloppe, débloquer les crédits nécessaires aux dépenses du propriétaire de l'ensemble du parc de l'ATE. Recommandation 3. Unifier le régime de prise en charge des dépenses immobilières de l'administration territoriale de l'État, en supprimant la distinction existante pour les dépenses du propriétaire des directions départementales, interministérielles et des directions régionales de l'administration territoriale de l'État, direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur et direction de l'évaluation de la performance de l'achat, des finances et de l'immobilier. D'après les réponses transmises par le ministère de l'Intérieur, la situation de l'immobilier du bureau de l'ATE est considérée au regard du référentiel technique mis en place par la direction de l'immobilier de l'État comme peu satisfaisante, peu conforme. En effet, la note moyenne obtenue par les différents bâtiments est de 12,2 sur 20, surtout 16% des bâtiments de l'ATE sont aujourd'hui considérés comme peu ou pas conformes au regard du référentiel de la DIE. Ainsi, il ressort de ces différents éléments et des déplacements que la rapporteure spéciale a effectués sur le terrain que le patrimoine immobilier de l'administration territoriale de l'État est dans une situation préoccupante. En effet, les dépenses immobilières de l'ATE sont, d'après l'une des personnes auditionnées par la rapporteure spéciale, le parent pauvre des dépenses immobilières du ministère de l'Intérieur, au sein duquel l'immobilier est déjà dans une situation très dégradée. Il a également été indiqué à plusieurs reprises que, singulièrement pour l'administration territoriale, l'État se comporte comme un mauvais propriétaire. L'immobilier de l'ATE a ainsi accumulé une dette grise importante, alors que les emprises immobilières ont été insuffisamment entretenues au cours des dernières années. Loin de permettre de limiter la dépense publique, le sous-investissement immobilier est facteur de risque important et de coûts potentiellement décuplés. Pour l'État, plusieurs rapports indiquent en effet que l'absence d'entretien régulier du patrimoine peut conduire à une dérive importante des coûts. Par ailleurs, le patrimoine immobilier de l'ATE est insuffisamment connu et il n'existe pas de véritable cartographie des risques et des besoins immobiliers. Ainsi, d'après plusieurs personnes auditionnées par la rapporteure spéciale, les dépenses immobilières engagées sous le programme 354 ces dernières années visent prioritairement à répondre à l'urgence et ne sont pas suffisants pour effectuer des opérations de diagnostic ou d'anticipation. D'après la directrice du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur, Madame Fabienne Balussou, les services doivent prioriser les chantiers alors qu'ils sont confrontés à un parc vieillissant. Ce constat est pourtant déjà ancien dans son référé en date du 5 novembre 2010 sur la gestion du parc immobilier des préfectures et des sous-préfectures. La Cour des comptes faisait déjà part de ses préoccupations concernant l'absence de perspective stratégique et un relatif manque de réalisme budgétaire pour la rationalisation du parc immobilier des préfectures et des sous-préfectures. Dans un rapport d'avril 2022, l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable indiquaient ainsi que,
Au niveau déconcentré, l'immobilier des administrations territoriales de l'État géré par les préfets est pour sa part progressivement devenu le parent pauvre de la politique immobilière. Malgré l'appui reconnu des missions régionales de la politique immobilière de l'État, les préfets de région sont confrontés à la dispersion des structures chargées des questions immobilières, à la raréfaction des compétences de maîtrise d'ouvrage et à la faiblesse des budgets consacrés à l'entretien du parc immobilier de l'État. Concernant l'immobilier préfectoral, la Cour des comptes relève qu'il s'agit d'un parc immobilier mal connu, aux usages divers, aux fonctions imbriquées et au statut singulier. Le parc immobilier préfectoral reste trop mal connu quant à son état général d'entretien et son évolution dans le temps. Ce réseau des sous-préfectures reste plus mal connu encore que celui des préfectures. Si la création des secrétariats généraux communs départementaux devait initialement contribuer à apporter des réponses à cette situation, il ressort que les compétences sont encore aujourd'hui insuffisantes et que des perspectives de professionnalisation demeurent. L'hétérogénéité du parc, la méconnaissance qu'en ont, qu'en ont, qu'en ont les gestionnaires et la nécessité de développer une stratégie immobilière nécessite de mettre en place des formations au bénéfice des agents de la SGCD. Le ministère de l'Intérieur souscrit à cette recommandation et précise que la prise en main du référentiel technique monte en puissance. La DIE indique pour sa part être disposée à apporter son concours en désignant un référentiel de l'immobilier ministériel au sein de chaque SGCD. Pour la Cour des comptes, cette meilleure connaissance du parc préfectoral doit permettre de mieux le gérer au plan immobilier, en facilitant les arbitrages budgétaires en fonction des besoins. Ce constat est partagé par l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable. La connaissance lacunaire du parc immobilier et de son état de vétusté ne permet pas aux décideurs de faire des choix éclairés sur le niveau d'investissement nécessaire pour assurer le maintien en état du parc immobilier. Le constat des lacunes dans la connaissance du parc doit être doublé par celui de réelles difficultés dans la mobilisation de compétences immobilières au niveau territorial. L'une des principales difficultés revenues à de nombreuses reprises lors des échanges de la rapporteure spéciale avec les différents services concerne la maîtrise d'ouvrage. Sur ce sujet, les services de l'État territorial ont très nettement perdu en compétences au cours de la dernière décennie, alors même que les besoins sont aujourd'hui très importants au regard de l'impératif de transition énergétique, alors que les directions départementales des territoires avaient une mission historique de maîtrise d'ouvrage au sein de l'État territorial. Cette mission a progressivement disparu et ne demeure que de façon ponctuelle dans, dans certains territoires. En effet, comme le relève l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable, les services territoriaux du ministère de la Transition écologique se sont progressivement désengagés de la conduite de projets immobiliers complexes, laissant un vide qui n'a pas été comblé. Cette situation résulte du double effet de la transformation des missions du ministère de la Transition écologique et de la réduction des effectifs dans les territoires. En effet, après des années de retrait progressif de l'ingénierie publique, le gouvernement a diffusé en février 2016 une instruction relative au retrait de l'activité de conduite d'opération au sein des services déconcentrés du ministère de Logement, de l'Égalité des territoires et de la Ruralité. Cette instruction définit les modalités de désengagement des missions de conduite d'opération sur le volet bâtiment pour les services déconcentrés, tout en rappelant le maintien du rôle d'appui et de référent technique de ces services auprès des préfets dans le cadre de la politique de gestion du patrimoine immobilier de l'État. Elle précise que toutes les conduites d'opérations de construction, réhabilitation et rénovation lourde sont concernées par ce désengagement, quel que soit le ministère commanditaire, y compris pour le propre compte du ministère. Il apparaît par conséquent nécessaire de mener une politique ambitieuse pour renforcer la capacité de maîtrise d'ouvrage de l'État
dans l'ensemble des territoires. Cette question est en partie traitée par le projet de mise en place d'une foncière. Il n'en demeure pas moins indispensable que l'ensemble des services de l'État dans le territoire aient accès à une maîtrise d'ouvrage publique et le rapporteur spécial partage le constat de l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable. La mutualisation des compétences déjà présentes dans les territoires doit être renforcée. Ainsi, comme le souligne le rapport, afin de répondre aux difficultés structurelles des administrations territoriales de l'État pour la conduite de leurs opérations immobilières, pour la gestion technique de leur patrimoine, une mutualisation des ressources existantes devrait être envisagée, qui permettrait d'atteindre la taille critique nécessaire pour générer des gains d'efficience, pour renforcer les compétences et la robustesse des équipes et pour gérer un plan de charge permettant d'absorber les pics et les ralentissements de charge et pour professionnaliser la gestion technique du patrimoine. Alors que le rapport de l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable recommande la création d'une agence de la maîtrise d'ouvrage de l'État, la rapporteure spéciale considère que cette évolution pourrait à terme s'inscrire dans le cadre de la création d'une foncière. En tout état de cause, il est indispensable que la compétence de maîtrise d'ouvrage soit disponible pour accompagner les principaux chantiers de l'administration territoriale de l'État. Il est nécessaire que l'État, lorsqu'il est donneur d'ordre pour les chantiers complexes et onéreux, soit en capacité de disposer d'un interlocuteur compétent. Vive la France! Vive la République française! Vive la démocratie!